Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du jour. Nous allons au cours de cette émission évoquer les problèmes qui se posent à la police française, qui a beaucoup à faire en ce moment avec les événements ordinaires et extraordinaires. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Toris. Bonjour Michel Toris. Bonjour Claude, merci de votre invitation. Michel Toris est le secrétaire général du syndicat CFTC Action Police, qui est un des syndicats qui défendent les intérêts des policiers. Et vous êtes évidemment concerné au premier chef par ce qui se passe en France, en particulier les incidents violents, les émeutes, peut-on dire, de Grigny. Et puis, ces jours-ci, dimanche dernier, nous avons vu de Villiers-le-Bel, voulais-je dire, et à Grigny, dimanche dernier, aux environs de 15 heures, je crois, une boulangerie a été attaquée par une dizaine d'individus qui, lorsque la police est intervenue, ont reçu le soutien d'un certain nombre de jeunes, comme on dit, qui ont balancé sur les forces de l'ordre toutes sortes de projectiles. Enfin bref, nous sommes dans une situation qui semble généralement fort instable. Comment les policiers vivent-ils cette situation? Écoutez, aujourd'hui, les policiers, je pense, sont dans le même état d'esprit qui les animait, on va dire, en novembre 2005, au moment des émeutes de banlieue. C'est-à-dire que même si les médias, à un moment donné, ont donné le sentiment à la population le problème d'insécurité en France c'était subitement résolu après les émeutes de novembre 2005, c'est totalement faux, puisque quotidiennement, mes collègues sont régulièrement pris à partie dans les 600 cités interdites, on en recense à peu près 600, de manière très violente. Vous parliez effectivement des émeutes de Villiers-le-Bel. Ces émeutes témoignent finalement de l'échec de la politique sécuritaire qui est menée dans notre pays, des missions attribuées aux forces de l'ordre aujourd'hui qui sont totalement inefficaces, puisqu'on voit que finalement depuis novembre 2005, rien n'a changé. Je pense que mon organisation syndicale a toujours été très claire dans ses lignes thématiques. Dès l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, on a dit de manière très claire que la politique qui était menée par le ministère de l'Intérieur était une politique qui allait nous mener au chaos et à l'échec. Aujourd'hui, les résultats sont là. Alors, ce qui est quand même malheureux dans cette opération-là, c'est que finalement Nicolas Sarkozy a utilisé le ministère de l'Intérieur, a manipulé chaque fonctionnaire de police pour se créer une sorte d'image. Et ça l'a quand même mené aux plus hautes fonctions de l'État français, à la présidence de la République. Et en parallèle de ça, on voit un homme qui a bâti son succès, qui a bâti sa réussite sur un ministère, sur des hommes, sur des individus. Et on voit finalement que toute cette politique-là, c'était finalement qu'une grande mascarade, puisqu'on a toujours exactement la même situation qu'on avait en 2005, avec un Nicolas Sarkozy qui en 2005 disait oui, mais finalement peut-être les émeutes, etc. Je ne suis pas tout à fait président, c'est à cause de Chirac, c'est à cause de Villepin, on ne laisse pas vraiment faire, mais le jour où je vais être président de la République, ça sera fini tout ça. Je vais nettoyer les sites Karcher, c'est lui qui l'a dit. Je pense que tout ça, c'est une vaste mascarade. Aujourd'hui, il suffit d'allumer sa télé. Je veux dire, même des gens non avertis, qui ne sont pas des professionnels de la sécurité comme on peut l'être, peuvent se rendre compte que cette politique est une politique totalement d'échec. Donc les policiers en ont marre, évidemment. Bien sûr, c'est une politique, en fait, si j'ai bien compris votre argumentaire, c'est une politique de l'apparence, et c'est une politique qui vise à obtenir, je dirais, des retombées médiatiques, beaucoup plus que des retombées sur le terrain. Mais on peut quand même s'interroger sur les mesures qu'il aurait fallu prendre. Raisonnons à contrario, quelle aurait été une bonne politique selon vous? La politique telle que nous l'avions définie, on va dire à partir de 2002, on demandait effectivement une continuité de ce qui avait été mis en place. C'est-à-dire qu'on ne pense pas systématiquement que quand c'est la gauche ou la droite, il faut forcément faire l'inverse de ce qui a été fait. C'est-à-dire la gauche avait entrepris une politique de police de proximité qui n'était pas parfaite. Il y avait un certain nombre d'éléments dans cette politique-là qui ne fonctionnaient pas. Mais effectivement, ça nous permettait, nous on était convaincus que c'était effectivement un concept de sécurité qui pouvait nous mener à une amélioration de la situation sécuritaire dans notre pays. Il suffit de regarder ce qu'a fait Rodolphe Giuliani sur New York. Il a adopté ce système de police de proximité. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires spécialisés qui vont travailler dans un quartier. Et ils vont connaître ce quartier-là. Aujourd'hui, quand vous voulez être efficace contre la délinquance, contre la criminalité, il vous faut du renseignement. Le renseignement, pour l'avoir, il faut être au contact permanent
dans un endroit précis et travailler toujours dans cet endroit-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est des compagnies CRS, des brigades anticriminalité, etc., qui interviennent d'un quartier à un autre. C'est-à-dire, finalement, ils arrivent dans un terrain qu'ils ne connaissent pas. Et c'est malheureux à dire, mais aussi si on a parfois aussi beaucoup de blessés chez nous, hormis la violence extrême des jeunes qu'on a face à nous, c'est aussi parce que le terrain on le connaît mal et eux le connaissent parfaitement. Ils connaissent les coursives dans lesquelles ils vont pouvoir se cacher, ils savent à quelle fenêtre ils vont être le mieux placés pour pouvoir toucher par arme à feu ou par caillassage les fonctionnaires de police. Et en fait les fonctionnaires arrivent dans un quartier qu'ils connaissent pas, et donc on est quelque part déjà mis en difficulté. Et effectivement, le principe de police de proximité, c'était d'avoir de manière permanente des fonctionnaires de police qui sont des professionnels de ce quartier-là, puisqu'ils y travaillent à temps plein, et qui peuvent aussi également en temps réel avoir de l'information. Parce qu'il faut savoir quand même que dans les quartiers, il y a une majorité des habitants qui y vivent, qui en ont ras-le-bol de ces, pour reprendre l'expression du président de la République, de ces racailles, qui imposent des véritables mafias, une sorte de milice à l'intérieur de la cité, qui impose, on va pas avoir de tabou, une sorte de charia islamo-mafieuse à l'intérieur de ces quartiers-là. Et cette population-là, elle a envie de parler, elle a envie de combattre ça. Mais pour qu'elle puisse parler, qu'elle puisse combattre ce phénomène-là, elle a besoin d'avoir des policiers à côté, des gens à qui elle peut se confier. Aujourd'hui, il n'y a rien. Vous savez, il faut sortir du quartier, aller dans un commissariat central, où vous allez être plus ou moins bien accueilli, où votre plainte elle va être plus ou moins bien suivie. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, on n'est pas dans un contexte qui nous permette de lutter efficacement contre cette insécurité-là, et on a besoin effectivement de cette proximité, d'avoir des fonctionnaires de police à votre écoute, à proximité, qui vont pouvoir traiter en temps réel vos demandes. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce... Est-ce qu'il n'y a pas finalement, bien entendu, les circonstances n'ont rien à voir, une certaine similitude avec ce qui se passe en Irak? Je veux dire par là que lorsque les Américains sont allés en Irak, ils n'ont manifestement pas mis le nombre d'hommes suffisant pour assurer la situation une fois que la guerre a été gagnée. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le général Petraeus, le nouveau stratège américain, a mis en place des moyens tout à fait différents, beaucoup plus d'hommes, etc. Et donc au fond, comme il s'agit là aussi de guérilla d'une autre nature, certes, mais de guérilla quand même, on se demande si au fond notre problème français ne serait pas de mettre d'une manière quasi permanente des effectifs suffisants dans les quartiers, les fameux 600 quartiers de non-droit, de manière à éradiquer une fois pour toutes un système qui est inacceptable dans un pays démocratique. On ne peut pas laisser 600 villes à la merci de bandes plus ou moins mafieuses ou plus ou moins inspirées par tel ou tel système. Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce que finalement nous n'avons pas aussi un problème d'effectifs sur place ? Il y a, moi, à mon sens, on a un discours qui est peut-être un petit peu différent des autres organisations syndicales qui sont tout le temps en train de dire qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires de police. Nous, aujourd'hui, on a à peu près, on considère qu'il y a à peu près 130 000 fonctionnaires de police sur le plan national. Le gros problème chez nous, c'est que sur ces 130 000 personnels, vous en avez finalement très peu qui font de la police, au sens police du terme, c'est-à-dire être armé, en tenue ou en civil, sur le terrain, à faire des missions d'anticriminalité. On a, au sein de notre ministère, tout un système soviétoïde, très lourd en paperasserie administrative, en bureautique, etc. Et vous avez plein de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires d'actifs, ce qu'on appelle, on a deux catégories de personnel, des personnels d'actifs et des personnels administratifs. On a toute une proportion absolument gigantesque de fonctionnaires d'actifs qui sont affectés à des tâches administratives. Donc forcément, dans ce contexte-là, on n'a pas assez d'effectifs, évidemment. Donc il faut recruter, je suis d'accord. Mais si c'est pour recruter et encore accroître toute cette masse administrative et qu'on ait toujours de moins en moins de collègues sur le terrain, alors effectivement, aujourd'hui, vous le rappeliez en ouverture de votre émission, fonctionnaires de police, vu la difficulté des missions aujourd'hui à Villiers-le-Bel, dans les quartiers, vous faites tirer dessus par arme à feu, vous n'avez pas le droit de riposter. Vous faites tirer dessus, vous êtes des cibles, des lapins, les collègues ne veulent plus aller sur le terrain. Donc quand ils ont l'opportunité de partir dans un bureau et puis de finir leur carrière dans un bureau, ils le font. Ils le font, ils disent pourquoi pour le même salaire aller servir de cible dans un quartier alors que je peux gratter du papier, je monterai en grade, parce que c'est quand même dans les bureaux aujourd'hui que vous avez votre avancement. Quand vous êtes collègue sur le terrain, vous n'avez pas d'avancement, vous êtes en galère permanente, vous êtes convoqué en permanence à l'IGPN ou à l'IGS, parce qu'il y a toujours des problèmes, vous interpellez les gens déposent plainte contre vous êtes dans un bureau, il n'arrive jamais rien. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a créé cette fameuse politique du mérite
elle est totalement bidon, si vous me permettez l'expression, elle est bidon. Puisqu'en fait, vous êtes méritant quand vous êtes dans un bureau à rien faire et quand vous faites tirer dessus dans un quartier et que vous essayez d'aller faire de la police, vous êtes mis en examen et vous êtes lâché, vous êtes révoqué. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le ministère de l'Intérieur, tant qu'il ne va pas réformer son concept, sa façon de voir la police et sa façon de faire la police, vous pouvez mettre tous les effectifs que vous voudrez, on sera toujours dans ce système de logique où les collègues vont vouloir au plus vite quitter le terrain pour se dire de toute façon sur le terrain je peux pas effectuer une mission de police puisque je ne suis pas soutenu, je ne sers que de cible, donc je m'en vais, je vais partir vers un bureau. Ce qui me frappe à vous entendre, c'est qu'au fond, on retrouve partout, dans tous les aspects de la vie nationale, les mêmes problèmes, qui sont traités, qui sont déclinés différemment, mais à l'hôpital, par exemple, vous avez la prolifération des emplois administratifs a fait qu'aujourd'hui, vous avez 45%, je crois, d'administratifs dans un hôpital, et donc 55% de soignants. C'est une proportion qui est délirante. Il devrait y avoir 10% d'administratifs, ce qui est largement suffisant, mais c'est le phénomène français, le phénomène administratif. Et je crois que la seule solution, puisque finalement le problème de la police n'est pas isolé du reste, ça consisterait à changer de logique, en fait, de logique nationale. C'est pour ça que c'est un vrai problème politique et non pas un problème technique. En tout cas, c'est mon sentiment, et j'ai le sentiment également que, à travers ce que vous décrivez, vos collègues sont affrontés exactement aux mêmes difficultés dans des circonstances différentes que des médecins ou que des enseignants, des instituteurs, professeurs des écoles, comme on dit maintenant, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que dans le même temps, vous avez aux États-Unis des écoles charters, c'est-à-dire pour traiter les cas difficiles. Et on aurait beaucoup moins de délinquants, sans aucun doute, dans ces fameux quartiers, s'il y avait des écoles qui échappaient au système administratif habituel, c'est de l'éducation nationale, et qui pouvaient reprendre en main des enfants qui ont un grand besoin, effectivement, de faire des progrès et de s'adapter. Alors, autre problème que j'aimerais évoquer avec vous, vos relations avec la justice, de la police avec la justice. Est-ce que la thèse selon laquelle la justice ne vous aide pas est une thèse que vous estimez fondée, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est de la polémique et il vaut mieux ne pas s'y attarder? Quel est votre sentiment? Moi, à titre personnel et sur les positions générales d'Action Police et FTC, nous on considère que c'est de la pure polémique, si vous voulez. Aujourd'hui, la justice, elle est dans la même situation que la police nationale. Un magistrat, quand il instruit, on va parler d'audience, de la comparution immédiate. Il sait qu'il a, avant de démarrer son audience, il a que 3 places de prison. Et il va passer dans sa journée, il va instruire 15, 20, 25 affaires. Bon, à un moment donné, si vous voulez, lui, il va essayer de faire le tri parmi toutes ces affaires, prendre les 3 celles qui lui semblent les plus graves, sachant que voilà, il est limité sur ses possibilités d'incarcération, et il va mettre les 3 personnes les plus graves. Ce qui ne veut pas dire que, à titre personnel, il n'estime pas forcément que les autres ne devraient pas avoir une peine de prison ferme, c'est simplement qu'il n'a pas de moyens. Aujourd'hui, la justice, vous avez qu'à le constater, je pense que les internautes le constatent également, c'est extrêmement long à partir du moment où vous déposez une plainte, avant d'avoir une audience, avec les renvois, etc. On est sur des délais aujourd'hui de 2 ans, c'est-à-dire que c'est pas les magistrats, c'est pas la justice qui se fait plaisir quelque part à faire attendre, c'est simplement ils sont débordés, ils sont dans un système, et aujourd'hui on ferme encore des petits tribunaux, donc ça veut dire qu'encore on va réavoir une masse. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a un problème effectivement, je pense pas de corruption des magistrats ou choses comme ça, simplement qu'ils ont des problèmes d'effectifs, ils sont pas assez nombreux, et qu'ensuite on n'a pas de système carcéral en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette place de prison, tout simplement. À un moment donné, si vous voulez être efficace, moi je pense que c'est pas quelque chose de tabou. Vous avez à peu près, on va dire, aux alentours de 60 000 places de prison en France. La population française, elle augmente. Notre recensement, tous les ans, on voit une augmentation de la population française. Cette population française, elle augmente et la délinquance augmente. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que les places de prison augmentent. Or, elles n'augmentent pas, ces places de prison. Donc, effectivement, on se retrouve dans un système où on n'a pas assez de possibilités d'incarcérer. Donc, si on ne peut pas incarcérer, on se retrouve avec une police qui interpelle les gens qui sont mis dehors. Mais c'est pas la justice, c'est pas le magistrat en tant que magistrat qui se dit tiens, telle personne a commis tel acte, c'est pas grave, finalement je vais pas le condamner. C'est qu'il n'y a pas de possibilité, on n'a pas les structures. Et il y a un autre problème aussi dans notre système carcéral, c'est qu'on n'a pas une logique de réinsertion de l'individu. C'est-à-dire que la personne, on la condamne à de la prison, on la met en prison.
Mais c'est pas ça le but de la prison. Le but de la prison, c'est de retirer du circuit une personne potentiellement dangereuse, et dans un second temps, utiliser le temps qu'elle va passer en prison pour la réinsérer et faire en sorte que quand elle ressort, elle soit un citoyen comme tout le monde, qui puisse travailler, qui puisse arrêter de pourrir la vie des autres. Or, aujourd'hui, on envoie du monde en prison, mais on n'a aucun système à l'intérieur. Le délinquant s'endurcit en prison puisqu'il se fait des contacts en prison, et quand il ressort, il est encore plus dur et plus agressif qu'avant de rentrer. Donc, si vous voulez, on est véritablement dans un système qui est fermé. Donc, attaquer les magistrats en tant que magistrats, moi, je pense que c'est une erreur à titre personnel. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, le système général à refonder, à retravailler. D'ailleurs, ce système général marque bien ses méfaits partout, puisqu'on s'aperçoit que, quel que soit le domaine dans lequel où on s'intéresse, ou bien où on a à agir, on retrouve strictement les mêmes problèmes, les mêmes comportements. Et il y a un deuxième aspect qui est très frappant, vous pouvez faire vous-même l'expérience, vous allez dans un déjeuner ou un dîner ou une réunion d'amis, et vous demandez à chacun des participants, de préférence qui exercent d'autres métiers que le vôtre, si dans sa sphère, l'information qui est délivrée par les médias correspond à la réalité qu'il vit. Vous aurez 100% de réponses négatives. 100%. J'ai fait l'expérience très souvent. Les gens considèrent que l'image qui est donnée de leurs activités n'est pas conforme. Alors dans le cas de la police, évidemment, vous avez en plus l'image... l'image relative aux feuilletons de télévision, aux films, etc. Et on a en même temps un phénomène qui est une sorte de déification de la police à travers des héros récurrents, ces feuilletons qui sont souvent des femmes d'ailleurs, et vous avez en même temps sur le terrain une situation où ça n'est pas exactement ce qu'on retrouve. Et on a vraiment le sentiment, mais sans doute l'avez-vous aussi, vous en tant que comme de terrain et responsable syndical, qu'au fond c'est une vie rêvée et en même temps une vie cauchemardesque. La vie rêvée, c'est ce qu'on voit à la télévision, et le cauchemar, c'est ce que vous vivez tous les jours. Oui, mais vous savez, il y a qu'à regarder, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On a en moyenne un suicide par semaine dans la police nationale, donc des difficultés à recruter, le concours ministère de l'Intérieur obligé en permanence de lancer des campagnes de publicité pour arriver à recruter, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui... au-delà effectivement des images, des feuilletons télévisés où on montre une police qui serait effectivement une sorte de paradis avec des missions très intéressantes, les gens quand même ont conscience qu'il y a, je pense, un décalage entre la télévision, la fiction et la réalité, puisqu'on a quand même des gros problèmes de recrutement, on a des suicides dans notre administration, on a des gens aussi qui s'en vont, qui quittent la police, on a énormément de blessés, etc. Aujourd'hui, c'est quand même un métier... quelque part, faut être un peu kamikaze aujourd'hui pour rentrer dans la police et se dire. On va dire, vous avez deux catégories aujourd'hui de gens qui passent le concours. Il y a des gens qui passent le concours en disant bon, c'est fonction publique, je vais arriver à naviguer, ce que je vous disais en ouverture de l'émission, je vais arriver à naviguer, pas aller sur le terrain. Et puis d'autres qui croient à la mission et puis qui se disent on peut pas laisser la République dans cet état-là, et que la police c'est une force utile pour tout et pour tous, et qu'il y a besoin d'une police nationale parce que on peut estimer à un moment donné que la privatisation de la sécurité ça peut être dangereux et que c'est mieux quand même que ça soit monopole d'État la police. C'est des opinions. Ce n'est pas le cas de toute façon, puisque vous avez le nombre de policiers privés, c'est ça, qui est pratiquement équivalent à celui de la police. Exactement. De toute façon, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une privatisation qu'on a dénoncée, dès 2002. Dès 2002, on a dit attention, privatisation de la sécurité, ça va se mettre en place, puisque qu'est-ce qui se passe? Inefficacité de la police nationale. Derrière, les gens, voyant qu'ils peuvent plus compter suffisamment sur la police nationale, ils vont, pour les gens qui ont des moyens financiers, soit des mairies, des municipalités ou soit des particuliers, vont faire appel effectivement à de la sécurité privée. Aujourd'hui, on est en plein dedans, Il y a une municipalisation de la police qui se met en place. Il y a de plus en plus de sortes de je ne vais pas parler de milice, mais sorte de groupe de sécurité, on ne sait pas trop bien d'où ils sortent, mais on les voit quand vous les voyez de loin, on a l'impression que c'est des policiers nationaux avec des trucs, et en fait, vous voyez, c'est marqué sécurité, on ne sait pas qui c'est, ils ont le tonfa, ils ont la radio, ils ont des bombes lacrymogènes sur eux, on ne sait pas qui c'est, mais enfin bon, voilà, c'est des gens, y compris à Paris, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ils sont là en vélo, on croirait que c'est des îlotiers, des vététistes, et en fait, non, c'est des gens du privé. Même la mairie de Paris qui a une politique quand même assez
assez anti-police, bon, elle met quand même en place des gens. Donc ça prouve quand même, si vous voulez, à un moment donné, il devrait y avoir cette sorte de remise en cause du ministère de l'Intérieur qui se dit, quelque part, si ça se privatise et si on va chercher à côté ce que nous, on est censé offrir, c'est peut-être qu'on offre plus que les gens attendent. Mais ce qui est frappant quand même, c'est le fait, c'est la pauvreté, au fond, des propositions qui sont faites par les uns ou par les autres. Je m'intéresse à ces problèmes comme à d'autres, mais enfin, ceux-là sont essentiels, donc il faut s'y intéresser de très près. Et je suis vraiment frappé, n'étant pas moi-même un spécialiste, sinon parce que je peux lire, de voir qu'au fond, il n'y a pas beaucoup d'idées nouvelles, alors que beaucoup de pays ont instauré des systèmes avec plus ou moins de succès, mais qui ont rompu avec un cycle infernal. Actuellement, nous aurions besoin d'une véritable révolution au sens propre du terme dans la manière d'aborder les problèmes de sécurité. À moins que je sois très mal informé, je n'en vois pas le début. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Mais... Moi, mon sentiment, il est un petit peu, si vous voulez, à contre-courant peut-être de ce qu'on peut penser de manière générale. Moi, je constate finalement que les problèmes qu'il peut y avoir à Villiers-le-Bel, à Sarcelles, à Garges-les-Gonesse, dans les banlieues, je crois que finalement les hommes politiques s'en fichent un petit peu, puisque dans les quartiers, c'est que des gens pauvres, c'est des gens qui votent peu, ou qui votent, on va dire, pas forcément pour Sarkozy. Donc quelque part que ces gens-là soient victimes d'agressions, de délinquance, que ce soit le bordel dans ces quartiers-là, du moment que cette délinquance-là, elle ne vient pas toucher certaines zones de Paris, certains quartiers, soit bourgeois, soit bobos, et que les bobos, les classes riches, aisées, soient pas gênés et pas leur Mercedes qui brûle en bas de l'immeuble Père de Taille, finalement j'ai l'impression que le ministère de l'Intérieur, c'est surtout ça aujourd'hui la préoccupation. C'est-à-dire on voit bien quand il y a ce type d'émeute, l'inquiétude du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police, etc., vous l'entendez sur les ondes radio, l'inquiétude c'est de savoir si ces jeunes-là vont débarquer à Paris ou vont sortir du quartier où ils ont l'habitude de brûler et aller brûler dans des pavillons ou des zones extérieures. C'est surtout ça l'inquiétude. Pourquoi il y a ces cordons de CRS qui sont mis en place? Bon finalement ça joue à la petite guéguerre dans le quartier, ça reste dans le quartier d'HLM avec tous les fauchés et tous les tout ce qu'on considère finalement comme étant la basse classe de ce que disait Raffarin, voilà, la France d'en haut, la France d'en bas. Bon, c'est la France d'en bas, ma foi, la France d'en bas, c'est pas grave. Tant que ça vient pas empiéter sur des intérêts particuliers, sur de l'électorat qui vote certaines classes de l'électorat, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, bon, les policiers, c'est fonctionnaires, on les paye 1800 € par mois, faut tirer dessus, ils sont tirés dessus, ils ont fait un choix, ils ont fait un métier. Voilà, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Nous, le sentiment qu'on a dans le raisonnement qui peut être un petit peu, si on va dans la tête de nos politiques, moi je pense que c'est un peu ça la réalité des choses. Ils se trompent pourtant car ils ont eu plusieurs leçons. La première a été celle de Jospin en 2002. Je ne fais pas de polémique à l'égard de Jospin, mais je constate simplement que s'il a été battu très sévèrement, c'est parce que le pouvoir d'achat n'augmentait pas et parce que les voitures brûlaient, et c'était les classes populaires qui l'ont sanctionné. Et il ne faut pas se faire d'illusions, l'élection de Sarkozy a été un appel à plus de vigueur dans la répression, la prévention, peu importe, de résultats en tout cas, c'est ce que les électeurs ont signifié. Et donc, je crois que cette politique que vous venez de décrire, et je crains hélas que vous n'ayez raison, ne soit une politique à très courte vue, parce que les sanctions électorales viennent forcément à un moment ou à un autre. Oui, de manière certaine, si vous voulez, nous, l'analyse qu'on en a un petit peu du passage de Sarkozy à l'intérieur et son élection pour la présidence de la République, nous on pense en grande partie que son élection, il la gagne le jour où il fait cette déclaration à la Courneuve et qui interpelle finalement cette Française moyenne qui représente un petit peu cette classe populaire qui n'a pas d'argent et qui vit dans le quartier et qui n'en peut plus de la délinquance et qui dit « Moi, vous en avez marre de toute cette racaille, je vais nettoyer ça au Karcher. » Et finalement, nous, on en est convaincus, c'est là-dessus. C'est ce jour-là qui gagne l'élection présidentielle. Et moi, je pense aussi qu'il y a quand même un grand nombre de nos concitoyens qui ne sont pas égocentriques au point de se foutre complètement de savoir qu'il y a des gens pauvres dans des quartiers qui souffrent de cette délinquance-là. Et puis, même s'ils sont peut-être un petit peu égocentriques, à un moment donné, ils vont quand même avoir peur que ça arrive chez eux. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la politique spectacle de Nicolas Sarkozy, elle va toucher à sa fin, parce que les gens, concrètement, voient quand même qu'il est président maintenant
ça va bientôt faire 1 an qu'il est élu et que finalement, il n'y a rien qui change. Un an quand même, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois, ça fait 7 mois. L'année s'approche. Voilà, l'année s'approche et puis on arrive bientôt aux échéances municipales. Absolument. Et moi, je ne serais pas surpris que aux échéances municipales, l'UMP soit sévèrement sanctionnée, puisque bon, après, on va rester dans les thématiques puisque c'est l'objet de l'émission, les thématiques de la sécurité. Mais quand on voit Nicolas Sarkozy qui reçoit quand même en grande pompe Kadhafi, qui est quand même un terroriste. On peut quand même se poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, alors Nicolas Sarkozy dit oui, mais c'est au nom du commerce, pourquoi on ne ferait pas de commerce avec lui, ça enrichit les Français. Et en termes de politique étrangère, moi je connais quand même l'embargo. Quand on veut prendre des sanctions à l'encontre d'un État ou d'une personne qu'on considère comme étant un terroriste notoire, qui tient des thèses totalement notoirement antisémites, qui menace de guerre des États voisins, on peut appliquer un embargo économique. À quel titre on va discuter et on va faire affaire avec ces gens-là? Dans l'opinion publique, jusqu'à présent, les premiers sondages indiquent que l'opinion n'a pas été du tout favorable à la venue de Kadhafi. L'opinion a mieux résisté à droite. Elle n'a pas encore condamné l'action de Sarkozy, mais on sent bien que les gens sont troublés. Surtout qu'en plus, ce n'est pas des thèmes que nous abordons ici en général, les affaires people et autres. Enfin, il semble évident que les diversions dans ce style-là, je pense en particulier à l'annonce de la nouvelle campagne du président de la République, sont quand même de nature à perturber un petit peu les gens qui se demandent si réellement on ne leur fait pas un cinéma permanent. Et ça, c'est pour les gens comme vous qui êtes sur le terrain, c'est quelque chose qui doit être assez préoccupant. Et en 2 mots pour terminer, est-ce que vous êtes vraiment inquiet de la dérive actuelle, parce qu'il faut bien parler de dérive, je parle en termes de sécurité, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on va quand même finir par y arriver? Non, on est, si vous voulez, extrêmement inquiet, puisque on a dénoncé pendant 5 ans un système politique. On savait très bien que, bon, pour notre part, on a appelé notre organisation syndicale a appelé à voter à gauche au second tour de l'élection présidentielle, puisqu'on savait très bien que Sarkozy allait continuer 5 ans de politique spectacle, et on s'est dit, rester 10 ans dans cette situation-là, ça va pas être possible. Bon voilà, les Français ont fait leur choix. Vous avez voté à gauche, non pas par conviction, sans doute, mais par sanction, quoi. Oui, c'est ça, c'est un vote sanction, et puis bon, pour nous, sachant que de toute façon qu'on n'allait pas avoir de politique de sécurité avec Sarkozy, on pensait qu'il était peut-être un peu plus logique d'avoir au moins un semblant de politique sociale et de pas donner aux grands patrons du CAC 40 les clés du pays. Voilà, nous c'est simplement sur ce côté-là qu'on a. Eh bien, c'est sur cette note un peu différente de celle que nous avons l'habitude d'entendre, mais toutes les opinions sont bonnes à entendre quand elles sont fondées, ce qui est le cas de Michel Doris. C'est sur ces mots donc que nous allons nous séparer. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Soyez heureux, malgré tout. Portez-vous bien, malgré tout aussi. À bientôt et vive la France.